Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver. Et puis surtout, malgré cette actualité anxiogène, difficile pour beaucoup, et les prises de risques, et puis le caractère un peu blasé de notre population, pour X raisons, eh bien, cet après-midi, j'ai envie de faire renaître un peu d'espoir en vous, parce que nous avons quelqu'un à la Martinique, en tout cas, qui s'est beaucoup engagé sur les questions de chlordécone, d'empoisonnement, de prématuré, d'enfants nés prématurément, etc. Et il y a une sorte de sentiment qu'on est assiégé de partout par les calamités, et ça développe dans la population un sentiment de fatalité. Et vous savez, nous sommes habitués à vivre des calamités, et donc nos aînés sont passés par des choses bien plus difficiles, en tout cas tout aussi difficiles, et ils ont rebondi, puisque nous sommes un peuple résilient, pas pour les raisons qu'on veut nous faire l'être, mais nous sommes un peuple résilient, et nous trouvons la force, l'énergie, la rigueur intellectuelle et la discipline qu'il faut pour bien comprendre ce qui nous est arrivé là et comment nous en sortir. Et j'ai donc le très grand plaisir de recevoir et l'honneur de recevoir Dr Jos Pellage, qui va vous parler de beaucoup de choses qu'il faudra écouter très attentivement. Je vous souhaite donc une très bonne après-midi en sa présence et une bonne soirée si vous prenez l'émission en rediffusion. Et puis vous aurez la possibilité de faire remonter vos questions en téléphonant à Zouk TV 71 27 27, et puis d'une façon ou d'une autre de me faire savoir si vous avez envie qu'on débatte d'autres problématiques, parce qu'il faudra aussi qu'on interroge les associations qui travaillent sur ces problématiques. Voilà, donc bonne soirée, bonne écoute, et puis surtout engagez-vous d'une façon ou d'une autre. Et ici, on vous demandera d'abord de vous occuper de vous, de votre santé, de celle de vos proches. Voilà, bon après-midi. Bonsoir, Madame Jos Pellage. Bonsoir, Madame Smiralda. Alors, voilà, je disais que j'étais très heureuse de vous recevoir et moi également. Et je sais combien vous êtes engagée. Et je me suis dit, c'est une maman, c'est la maman de notre peuple, parce qu'elle a vraiment le souci de la population. Et le type d'explication que vous proposez, l'inquiétude de ce qui se passe, que vous nous montrez, qui vous préoccupe par rapport à cette calamité-là, nous donne le sentiment que voilà, vous agissez un petit peu en maman. Et donc on est très contente, moi en tout cas je suis très contente de vous recevoir, parce que j'ai beaucoup de questions, et vous-même vous avez beaucoup de choses à nous dire. On vous a beaucoup entendu par bribes, parfois des petites séquences entrecoupées et qui nous donnent soif de vous entendre plus longtemps, mais malheureusement. Donc cet après-midi, on a 1h30 pour vous entendre développer vos théories, parce que vous avez surtout des explications qui sortent du lot et qui sont destinées, comme je l'ai dit tout à l'heure, à redonner espoir à la population. C'était votre souhait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est sûr que la fibre maternelle et grand-maternelle est très présente. Il est certain que si je m'engage autant sur la question du chlordécone, ce n'est pas pour des raisons personnelles immédiates, mais c'est surtout parce que je pense aux générations futures. Voilà. Étant maman et grand-mère, je pense qu'il faut laisser à nos petits-enfants une terre un petit peu plus saine. Sinon, c'est une bombe à retardement qu'ils auront et qu'ils seront probablement amenés à quitter le pays parce que la situation sera ingérable. Mais je suis effectivement pour aller vivre leur maladie ailleurs. Peut-être, mais je pense que nous sommes, comme vous dites, un peuple qui a eu l'habitude de prendre des problèmes graves en main. Hein? On ne va pas revenir sur les questions de l'esclavage, mais nous avons souvent souffert et nous avons remonté le courant. Et je pense que si je m'adresse aujourd'hui à la Martinique, c'est pour lui dire que nous sommes capables de remonter le courant. Je ne vous dirai pas que la situation n'est pas grave, elle est grave, elle est sérieuse, mais que nous avons en main les possibilités de remonter le courant ensemble. Et ce sera essentiellement mon message d'aujourd'hui.
prendre la mesure du problème, le connaître, le comprendre, se l'approprier et ensemble se donner la main pour essayer de s'en sortir. On ne s'en sortira pas seul, on est tous dans le même bateau. Voilà, donc voilà, chers téléspectateurs, vous avez vu. Donc c'est une personne très impliquée qui nous parle, en plus de par sa profession et du public, de la catégorie générationnelle dont elle s'occupe, ce sont les bébés, les nourrissons. Donc elle est très impliquée aussi dans, vous voyez, la survie. C'est ça que ça veut dire. Hein. Comment assurer la survie d'un peuple quand on voit qu'on on atteint sa reproduction à la base. C'est pas dans son parcours, c'est à la base, puisque ce sont les nourrissons, les nouveau-nés qui sont déjà atteints. Absolument. Mais si j'ai été amenée, donc sensibilisée à cette question du chlordécone, je dois quand même rendre hommage au professeur Bellepomme, qui s'est impliqué à l'Assemblée nationale parce qu'il s'est rendu compte que les Antillais ne se rendaient pas compte de la gravité de leur situation. Il est venu en Martinique en 2007. Il a rencontré l'Union régionale des médecins libéraux. Je faisais partie de la commission santé publique. Et il nous a dit, vous, médecins martiniquais, vous avez un grave problème. Il faut vous en occuper. Moi, je ne peux pas m'en occuper pour vous en France. Je peux vous aider, mais c'est à vous de le prendre en main. Et c'est ainsi que finalement, nous étions une dizaine dans cette commission et nous avons décidé de nous mobiliser pour comprendre ce qu'il disait, parce qu'à l'époque, on entendait bien parler du chlordécone. On ne savait pas ce que c'était. Il se trouve que le professeur Bellepomme a une association, l'ARTAC, et les séries, qui est une association européenne, et qu'il fait des formations. Donc, il nous a invités à venir à ces formations pour comprendre ce que c'est qu'un toxique, ce que c'est qu'un polluant, ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, comment un produit devient cancérigène. Et c'est avec cette formation que j'ai un petit peu, au fil des années, acquis un peu de connaissances et d'assurance, parce que c'est sûr que l'information de base qui circule, elle est réduite et ça ne permet pas de mesurer l'importance du problème. Mais j'allais vous demander si vous étiez quand même alerté par des situations dans votre pratique. Mais avant, peut-être, docteur, vous voulez bien vous présenter aux téléspectateurs? Alors, je suis pédiatre, c'est-à-dire médecin qui s'occupe essentiellement des enfants de 0 à 18 ans et présidente de l'Association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé. C'est une association... AMSES. Voilà. C'est une association justement qui est une émanation de l'Union régionale des médecins. C'est-à-dire que nous étions tous engagés au sein de l'Union régionale des médecins libéraux. L'Union régionale, c'est une association qui a été programmée par la loi Teulat en 1993 pour permettre la formation des médecins et l'intervention des médecins libéraux dans les questions de santé publique. C'est ainsi que nous avions cette commission santé publique et nous nous occupions du diabète, du pied diabétique, du glaucome, etc. Et puis nous avons décidé de nous occuper du chlordécone. Donc en 2007. En 2007, à partir de 2007-2008. Et justement, c'est intéressant de savoir que pourquoi nous nous en sommes occupés, c'est parce que les uns et les autres, nous constations des modifications de l'état de santé des populations qui nous préoccupaient. Il y a par exemple une anatomopathologiste, celle qui s'occupe des biopsies, qui nous disait, mais avant, quand j'avais un cancer de la prostate, je regardais la date de naissance, c'était 70 ans. Maintenant, je regarde la date de naissance, la personne a 45 ans. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Et nous étions tous à peu près 25 ans de pratique. On avait des âges à peu près similaires. On avait quand même un certain recul. Les pédiatres, eux, voyaient des développements mammaires, les petites filles qui avaient des seins, c'est-à-dire des pubertés précoces. Des pubertés précoces. Et on se posait des questions. On voyait des obésités. On se demandait pourquoi des 18 mois, 2 ans avaient des obésités. On ne bouffe pas à 18 mois, 2 ans. C'est ça. Et vous aviez aussi des gynécologues qui voyaient des prématurités, des endométrioses, les cancers du sein. Il y avait des gynécologues qui nous disent « mais j'ai un cancer du sein 19 ans, mammectomie à 19 ans ». Alors qu'avant, les cancers du sein, c'était la femme ménopausée. Bien sûr. Donc, tous nous étions conscients... Et vous parlez d'infertilité aussi. Oui, alors l'infertilité, on en a pris conscience un petit peu après. Mais si vous voulez, à ce moment-là, en 2007-2008, nous étions préoccupés par un certain nombre d'évolutions, des pathologies émergentes nouvelles. Des pathologies qui avaient le gynécologue nous disait, mais les ovaires polykystiques, c'est ce qui sous-tend l'infertilité. Bon, j'ai appris ça pendant mes études. Et aujourd'hui, j'en ai. Après 20 ans, j'en avais pas il y a 20 ans. Donc, nous avions pris conscience à ce moment-là que
il y avait une évolution de la pathologie. Aussi voilà. Chacun dans sa spécialité constatait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des choses nouvelles. Il y avait la population, son état général se détériorait. Les populations jeunes avaient des maladies que les populations âgées autrefois avaient. On se dit, il y a quelque chose qui bouge. Alors, est-ce que ce que nous a dit Belle Pomme, ça correspond à... On n'avait pas vraiment l'expertise. C'est au fur et à mesure des formations, nous avons organisé des congrès. À ces congrès, nous avons fait venir des professeurs, des experts qui nous ont expliqué les perturbateurs endocriniens, ce que c'est et ce que ça peut donner. Et on a fait le rapprochement entre le chlordécone et ses perturbateurs endocriniens, y compris maintenant on peut faire un état des lieux un petit peu plus expert, plus spécialisé. C'est ça. On peut... Alors effectivement, et la question vous pouvez fonctionner de manière un peu plus autonome, n'est-ce pas? Oui, et maintenant que nous sommes en association, on a une certaine liberté d'action. Mais c'est vrai que le problème de prématurité, c'est un problème qui est récurrent depuis une quarantaine d'années. Et les gynécologues, eux, ils avaient l'habitude de rechercher toutes les causes qu'on trouvait habituellement en métropole, les causes venant de la mère, les causes venant de l'enfant. Et quand on a réglé toutes ces causes, qu'on a amélioré... Des causes génétiques, des causes génétiques, obstétricales, gynécologiques, vous avez des malformations de l'utérus, vous avez des hypertensions, vous avez des diabètes. Quand on avait traité toutes ces causes, on se rend compte qu'il y avait un taux de prématurité qui était incompressible, c'est-à-dire on n'arrivait pas. Alors qu'en métropole, ils ont diminué leur taux de prématurité en traitant toutes ces causes venant de la mère. Chez nous, malgré l'amélioration de la PMI, de la surveillance des grossesses, on se rendait compte qu'on était toujours à 10% de prématurés. Il y avait ce taux incompressible, mais finalement... C'est vrai qu'on a mis du temps à faire le lien. On a mis du temps à faire le lien. On avait bien quelques échos de ce qui s'était passé aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on n'était pas habitué au scandale sanitaire de ce type. On n'était pas habitué, puis on est loin quand même de la métropole. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que les informations, maintenant, elles nous arrivent très très vite avec les réseaux sociaux. Mais il y a 20-30 ans... Mais la littérature médicale... mais si vous voulez, il faut la lire. Il faut la lire, voilà. C'est-à-dire qu'on n'était pas sensibilisés. On est sensibilisés depuis une bonne dizaine d'années, là, maintenant. On est sensibilisés. Mais en 2007, il y a 15 ans, on en entendait parler. Enfin, on s'est sensibilisés petit à petit. On a fait le rapprochement entre ce que l'on constatait, c'est-à-dire, effectivement, certains médecins nous disaient, mais quand je fais des spermogrammes, ils sont anormaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de spermatozoïdes et ils sont anormaux. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de couples qui sont fertiles, qui sont stériles, qui sont infertiles. Et beaucoup plus de jeunes couples que l'on ne croit ne parviennent pas à faire un enfant dans les délais de 2-3 ans de vie commune. Donc finalement, quand on a tout mis un petit peu bout à bout, on s'est rendu compte qu'il y avait un état sanitaire dégradé et qui était vraisemblablement, parce qu'on n'a pas toujours de relation de causalité directe, puisque c'est vrai qu'il faut quand même mettre beaucoup de nuances, qui était quand même corrélé à la période de cette intoxication au chlordécone, puisque le chlordécone a été mis dans les années 70, le milieu des années 70, et pour qu'un cancer se développe, il faut 30-40 ans. Donc, ce que l'on voyait, ça correspondait à peu près, on pouvait le mettre en relation avec l'intoxication au chlordécone. Donc, depuis une quarantaine d'années à peu près. Depuis une quarantaine d'années, c'est ça. Depuis une quarantaine d'années, le temps qu'une génération se naisse avec le chlordécone et fasse des enfants, ça a impacté les fœtus féminins et masculins in utero. Et quand ils ont atteint l'âge de 25-30 ans, l'âge de procréer, ils se sont rendus compte de l'infertilité. Donc finalement, on a pu rapprocher un petit peu les choses avec la génétique, la biologie moléculaire, comprendre que finalement, l'impact du chlordécone s'est fait surtout pendant la grossesse des personnes qui ont été contaminées dans les années 70, que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est-à-dire 30-40 ans après, on a cette génération qui se retrouve avec des problèmes. L'obésité, quand vous circulez dans Fort-de-France ou bien là, vous êtes épaté, étonné de voir cette obésité morbide qui est difforme en fait. Elle est forte. Elle est forte et puis elle est difforme. Vous avez avant, c'était toutes les 5-6 personnes. Voilà, vous aviez avant des gens fort gros et aujourd'hui vous avez des gens obèses, une obésité qui est morbide, mais qui est grasse, qui est morbide et qui est dans des endroits, même chez les garçons, dans des endroits qui sont pas des endroits habituels. Vous avez beaucoup de jeunes garçons adolescents, des garçons adolescents qui ont des seins. Des seins, une gynécomastie et un développement des organes génitaux insuffisant.
avec des problèmes effectivement d'identification sexuelle. Donc on a toute une pathologie émergente à laquelle on n'était pas habitué et que petit à petit, à force de lecture de la littérature, on arrive à raccrocher à cette intoxication aux pesticides organochlorés comme l'est le chlordécone. Mais dans votre pratique, ça crée des tensions. Enfin, je ne sais pas si le corps médical est d'accord, puisque vous êtes dans une association quand même. Est-ce que vous avez tout d'un coup le sentiment d'être débordé par une sorte de responsabilité qui arrive là sans que vous ne soyez préparé d'abord? Donc vous avez un effort supplémentaire à faire de vous instruire, d'aller dans les colloques, de connaître, de faire venir des spécialistes, et puis des choses qui sortent, enfin qui augmentent un petit peu la charge de vos obligations, non? C'est facile à gérer? C'est sûr que ça augmente la charge, c'est surtout qu'en tant que scientifique, il nous faut prendre le temps d'analyser. C'est ça qui est surtout important, d'analyser et d'être sûr de ne pas se tromper. Parce qu'aujourd'hui, quand vous affirmez quelque chose, il faut quand même que vous ayez des références. Surtout quand vous le faites de façon publique. Et voilà, c'est un petit peu pourquoi nous nous réunissons tous les mois à l'AMSES et nous étudions des questions. Nous étudions des questions, chacun apporte un peu son éclairage. On n'a pas forcément beaucoup franchi une autre étape, sinon qu'on s'est engagé dans des réunions communes avec l'État dans la gestion du plan chlordécone. C'est-à-dire on a été invités, nous avons été invités d'abord l'Union des médecins aux réunions préparatoires au plan chlordécone 1, 2 et 3, et l'AMSES qui existe maintenant est invité à la préparation du plan chlordécone 4. Et c'est là que nous pouvons faire remonter nos observations et demander les recherches, les expertises complémentaires pour pouvoir asseoir notre diagnostic et puis surtout traiter. Parce que la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? On peut très bien avoir constaté que l'obésité est due au chlordécone, mais que fait-on? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le taux de prématurés? Comment suivre un prématuré? Et si j'avais un regret à faire par rapport à la prise en charge de l'État ou de l'administration, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait un lien entre chlordécone et pathologie, que rien n'a été fait sur le plan de la santé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan de l'agriculture pour comprendre le transfert dans les plantes. Mais sur le plan de la santé, je pense que depuis 2003-2004, qu'il y a des études en Guadeloupe, on a des résultats de ces études et on n'a pas eu de mise en place de structures permettant de prendre en charge les pathologies qu'on a constatées. Des thérapies. Et comment, peut-être que c'est une des choses qui peut intéresser nos téléspectateurs, le lien entre l'obésité et le chlordécone. Peut-être qu'on va revenir un peu là-dessus, parce que les pathologies que vous avez détectées, enfin, qui sont nouvelles et qui demandent donc que le corps médical se mobilise, que la recherche soit aussi associée, et puis que une fois qu'on a trouvé, qu'on a compris, qu'on mette en place des thérapies ou alors qui vont aider, parce que je vois qu'actuellement on demande à l'État de prendre en charge les tests pour détecter si le taux de chlordécone qu'on a dans le sang. Donc ça, c'est une première petite étape. Mais vous avez quels outils pour expliquer aux gens, par exemple, vous êtes obèse ou votre enfant est obèse, il y a un lien avec le chlordécone, il faut ci, il faut ça. Comment pour le moment ça marche pour alerter les populations? C'est-à-dire qu'il faut déjà que la population nous fasse confiance et ne pense pas que c'est seulement en rééquilibrant les apports caloriques qu'on va y arriver, parce que c'est ce qui se dit. Manger moins, bouger plus, ça ne marche pas. Et ne mangez pas vos légumes racines, allez peut-être dans les supermarchés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'obésité, c'est une maladie environnementale. C'est-à-dire c'est une maladie de la cellule de graisse. C'est ça. Et cette maladie, elle est liée aussi, pas seulement les pesticides, mais le biphénol, par exemple, les plastiques aussi, vous donnent des obésités. C'est-à-dire, on connaît les perturbateurs endocriniens qui bouleversent le fonctionnement même de la cellule de graisse et fait qu'elle se multiplie de manière anarchique, comme si c'était un cancer de la cellule de graisse. Elle se multiplie, donc il faut supprimer le polluant. D'accord. Il faut supprimer les plastiques, il faut supprimer le chlordécone. Et c'est là que les gens ne voient pas toujours le lien. Non, parce qu'on a tendance, permettez-moi, de culpabiliser
les obèses en disant que c'est parce qu'ils mangent trop ou mal. Mais là, vous êtes en train d'expliquer qu'il y a un facteur externe. Au départ, il y a un facteur qui fait que la cellule dysfonctionne. L'obésité, c'est pas simplement un déséquilibre de apport-sortie. Si vous, à la fin de l'année, vous faites quelques excès, vous mangez beaucoup de chocolat, d'alcool, etc., vous allez prendre 2 kilos. Mais au mois de janvier, vous retrouvez votre alimentation normale, vous perdez vos 2 kilos. Votre organisme est fait pour rétablir l'équilibre. Voilà. Rétablir l'équilibre, réguler l'appétit pour que les choses reviennent. Et globalement, une personne adulte, elle garde le même poids entre 30 ans et 60 ans. On reprend un petit peu avec la ménopause, mais en général, on ne prend pas de poids. On se stabilise parce que l'organisme régule. Mais dans l'obésité, il n'y a pas de régulation. Il y a, la cellule, elle est déréglée, l'appétit est déréglé, c'est-à-dire vous mangez sans savoir que vous avez assez mangé, parce que les centres de la satiété sont perturbés. Et les polluants, justement, c'est ce qu'ils font. Ils ne vous donnent pas un sentiment de satiété. Et votre cellule, au lieu de s'arrêter au bout d'un certain moment quand elle a trop grossi, elle continue à grossir indéfiniment et elle écrase tout ce qui est en dessous. Et vous faites de la graisse. Voilà, mais on ne va peut-être pas trop s'arrêter sur l'obésité. Mais c'est important que les gens sachent que finalement, régler un problème d'obésité, c'est régler aussi les polluants, les plastiques, le biphénol, il ne faut pas oublier ça. Les plastiques qu'on chauffe, les aliments qu'on chauffe au micro-ondes, les bouteilles en plastique qu'on laisse dans le coffre de la voiture, entraîne une multiplication de cellules. La malbouffe. Voilà. Voilà, chers amis, donc vous comprenez bien que les situations d'obésité sont pénibles. On a tendance à culpabiliser ceux qui le sont, mais vous comprenez là qu'il y a un facteur qui vient s'ajouter. Qui est dû aux perturbateurs endocriniens et que il n'y a pas que redoser ou revoir la façon dont vous mangez, il y a autre chose et il faudrait que vous vous en préoccupiez, surtout quand vous voyez vos enfants devenir tout ronds, comme on le voit beaucoup dans les cours d'école. Donc, écoutez bien et puis essayez aussi de voir votre médecin pour trouver des solutions. Oui, c'est ça, parce que manger des légumes verts, pour déconner, ne règle pas le problème. Non plus le problème. Voilà, ça ne règle pas le problème. Voilà. Manger des légumes verts qui ont du poisson qui est contaminé ne va faire qu'accentuer le problème. Cuisiner avec des mauvaises graisses, etc. Cuisiner avec des mauvaises graisses, etc. Voilà. Donc, vous avez bien compris, chers téléspectateurs, cet après-midi, on veut essayer de dépassionner le débat parce que vous entendez beaucoup d'informations et le fait que vous ne réagissez pas nous fait nous dire peut-être que trop d'informations tue l'information. Est-ce qu'il se pourrait que vous ne compreniez plus rien de ce qui est en train de se passer et que les quelques-uns qui comprennent la gravité et qui vous appellent, qui essayent de vous mobiliser n'y arrivent pas, ils sont désespérés et puis vous restez vous aussi désespérément dans votre silence ou vous regardez ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez les enjeux et Dr Pellage est en train de vous expliquer en partie. Là, on parle sur le plan biologique. En tout cas, c'est ça. Faire le point exactement sur ce que donne le chlordécone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vous dirai ce que j'ai vérifié scientifiquement qui se dit. Qui est lié au chlordécone, pour que vous puissiez être alerté. Donc, on sait que le chlordécone, il agit sur le cerveau. Ça, c'est la première action du chlordécone. Quand on en parle dans la population, on parle du cancer de la prostate, c'est pas la première action du chlordécone. Le cancer de la prostate, c'est pas le plus grave dans les actions. C'est peut-être même un effet collatéral. C'est un effet des perturbateurs endocriniens. C'est un effet des perturbateurs endocriniens. Le risque le plus grave, c'est pour le cerveau. Et c'est le premier risque qui a été observé en Virginie quand il y a eu un accident en 1976 dans l'usine de fabrication. Ce qui a attiré l'attention, c'est que les ouvriers tombaient dans le coma, ils convulsaient, ils avaient des troubles de perte de mémoire visuelle, ils avaient des troubles visuels, des troubles de la vision. Et on a essayé de comprendre ce qui se passait. On s'est rendu compte que c'était le chlordécone. Et on sait que ça agit sur le cerveau. Ça agit sur le cerveau de l'adulte. Donc ça peut entraîner effectivement chez l'adulte à forte dose des troubles de la mémoire. Et ça agit, et c'est le préjudice le plus grave, sur le cerveau des enfants. C'est pour ça qu'on a vu un lien avec Alzheimer. Alors, on n'a pas trouvé, je n'ai jamais rien lu sur chlordécone Alzheimer. D'accord. Je ne peux pas vous garantir, c'est bien possible, mais je n'ai jamais trouvé de travaux. Parce qu'on a une explosion de cette maladie. Oui, on a une explosion de l'Alzheimer, on en parle avec le maire
mercure, le plomb, l'aluminium, mais je n'ai jamais rien trouvé sur les perturbations. Peut-être que c'est récent qu'on a... C'est possible, chercher, c'est possible. Oui. Mais enfin, c'est sûr que ça agit sur le cerveau, sur les troubles de la mémoire et les risques de convulsions, et ça agit surtout sur le cerveau des enfants, c'est-à-dire que maintenant, ça fait 40 ans qu'on a du chlordécone, il y a des femmes enceintes. Une femme enceinte qui a du chlordécone risque d'avoir un enfant avec des troubles qui vont déboucher soit sur un retard scolaire, une baisse du quotient intellectuel, ça c'est sûr. Plus il y a du chlordécone, plus le quotient intellectuel est bas, qui peut donner des autismes, qui peut donner des troubles des apprentissages comme les dyslexies, des dyspraxies. Alors ça, on le sait. Les 10 aussi explosent chez nous. Les 10 explosent. Oui. On a effectivement l'enquête Timoun qui a été faite en Guadeloupe a montré qu'il y a un lien entre le taux de chlordécone de la femme enceinte et les troubles neurologiques chez le nourrisson. Donc ça, on en est certain. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un dosage de chlordécone avant les grossesses. C'est ça. Qu'il faut un dosage de chlordécone avant la grossesse. On a parlé tout à l'heure de la prématurité. Ça, c'est aussi le deuxième risque grave du chlordécone. C'est-à-dire qu'on sait que ça entraîne des prématurités et que plus le taux est élevé, plus l'enfant naît avant terme. Et un enfant prématuré, surtout moins de 32 semaines, moins de 1000 grammes, c'est un enfant à risque pour le cerveau. Ça entraîne des baisses de la fertilité. Ça a été retrouvé chez les ouvriers de Virginie et on le retrouve aussi chez nous. On l'a retrouvé aussi chez les animaux qui vivaient dans les bananeraies. Donc ce sont les préjudices les plus importants. Et puis il y a tout ce qui est venu un petit peu après, du fait du caractère perturbateur endocrinien, le cancer de la prostate. Mais il faut bien savoir qu'on n'a pas trouvé de cancer de la prostate en Virginie. On ne l'a pas trouvé après 40 ans en Virginie. Et le cancer de la prostate... l'usage du chlordécone est le même là-bas? Mais c'est-à-dire que c'était les ouvriers de l'usine qui le fabriquaient. Oui. Et puis une fois qu'il y a eu l'accident, on a arrêté la fabrication. C'est ça. L'usine a arrêté. Donc finalement, ça n'a pas été longtemps. Voilà, Et notre problème de cancer de la prostate vient du fait que nous sommes imprégnés dans le long terme. Dans la durée, Tandis qu'eux, ils ont eu une intoxication aiguë. Nous sommes imprégnés dans le long terme et c'est la raison pour laquelle les jeunes générations naissent avec du chlordécone qui affecte leur prostate depuis jeune. Oui, alors vous avez mentionné des âges très jeunes pour... alors le cancer de la prostate à 40 ans. À 40 on a ans, des cancers de la prostate à 40 ans. Qui et c'est donc 30 ans plus tôt. Plus tôt que, voilà. Et ça c'est le... Il y a non seulement une augmentation du nombre de cancers de la prostate depuis 1990, c'est ce qui fait que nous pensons que c'est lié à cette intoxication de 70, parce qu'un cancer met 20-30 ans à se développer. C'est ça. Donc on a pu faire un peu le rapprochement entre les deux choses, parce que jusqu'alors on avait effectivement des augmentations, mais cette augmentation, elle est exponentielle. Donc il y a un facteur autre. Et quand on regarde les courbes par rapport au monde entier, nous sommes la population Guadeloupe et Martinique, ni Réunion ni Guyane, puisqu'ils n'ont pas eu de chlordécone. Guadeloupe et Martinique ont l'incidence standardisée la plus élevée. Donc on pense qu'effectivement, il y a un facteur extérieur qui pourrait s'appeler chlordécone à l'origine de cette explosion de cancer de la prostate. Donc non seulement en quantité, il y a beaucoup plus de cancers, mais vous avez aussi un rajeunissement. Et le problème se pose de ce rajeunissement, parce que les formes jeunes sont les formes les plus graves. C'est comme le cancer du sein. Mais est-ce que ça a une incidence aussi très directe sur le taux de natalité dans notre pays? Parce qu'un homme à 40 ans, 50 ans... Écoutez, on n'a peut-être pas étudié, mais certainement qu'il y a une incidence sur la fertilité. Parce qu'un homme qui n'a plus sa prostate, c'est un homme qu'on a amputé d'un organe important. Il y a une incidence sur la fertilité, certainement. Sur sa sexualité. Sur la sexualité, sur la fertilité. C'est un des préjudices majeurs du cancer de la prostate. Voilà. L'incontinence et l'impuissance. Donc il y a beaucoup de gens qui ont très peur d'aller se faire détecter, mais il faut les encourager. Il vaut mieux encore, parce que maintenant les techniques chirurgicales se sont améliorées, il vaut mieux encore détecter très tôt, à un moment où la capsule qui entoure la prostate n'est pas encore touchée, pour éviter. Et puis maintenant, vous savez, on fait des interventions robot-assistées qui permettent d'éviter de toucher aux vaisseaux et aux nerfs. Et mais donc avec on a des préjugés culturels qui ne nous aident pas. On a des préjugés, mais je crois qu'il faut que les hommes, dès l'âge de 40 ans, se préoccupent d'abord du taux de chlordécone. C'est ce que je voulais dire. Il faut faire le taux de chlordécone dans votre sang pour connaître votre statut de chlordécone.
De même que vous essayez de temps en temps de connaître votre taux de glycémie ou de cholestérol pour savoir s'il vous faut adapter votre alimentation. Et si vous en avez, faire un dépistage du cancer de la prostate dès 40 ans. Et puis ce dépistage qui gêne beaucoup d'hommes parce que voilà, il faut faire attention, il faut savoir ce qui est essentiel dans ça. Est-ce que c'est la peur d'être ausculté d'une certaine façon ou c'est la prévention qui peut Mais la prévention précoce, c'est la meilleure façon d'éviter les complications. Mais il y a des préjugés culturels qui font que les hommes n'aiment pas faire cet examen. Mais quand c'est pris à un stade trop avancé, d'abord les complications sont plus graves et puis la mortalité est plus importante. Elle est plus importante, mais aussi le risque d'avoir une descendance, tout cela, c'est un enjeu. C'est sûr que c'est un préjudice grave. C'est un enjeu important. C'est un préjudice très très grave qu'a subi notre population. Je crois qu'il ne faut pas le minimiser. Oui. La question du chlordécone, c'est une question importante, parce que 92% de la population a du chlordécone. Ça signifie que ce qu'on est en train de dire, la neurotoxicité, la reprotoxicité, la toxicité pour l'obésité, les perturbateurs endocriniens, le diabète, c'est quelque chose qui touche pratiquement toute la population, peu ou prou. Oui, et les petites doses, je crois que c'est... Voilà, je voulais vous dire que les petites doses, le petit taux n'est pas rassurant. On a tendance à dire aux gens, oui, mais vous avez quelques traces dans le sang, c'est pas grave. Non, non, non. Quel que soit le taux, c'est grave. Ça donne Quel que soit le taux, c'est grave parce que ça s'accumule. Donc, faire votre dosage, et même s'il est bas, vous vous mettez dans une posture où vous mangez 0 chlordécone. Voilà. Et ça, c'est impératif d'arrêter de manger tout produit qui contient des traces de chlordécone. J'ai vu qu'il y a des médicaments aujourd'hui, mais on n'est pas encore Alors, écoutez, oui, il y a quelque chose qui circule parce que toujours, on a l'expérience que l'on a du chlordécone vient des États-Unis parce qu'ils ont eu 600 personnes à examiner dans un temps record. Et vous avez les Américains, surtout qui avaient des responsabilités dans l'entreprise en cause, ils ont fait toutes sortes d'examens. Donc, ce qu'on sait du chlordécone, on le doit aussi aux Américains. Et on est sûr de ça parce que ils ont fait des expériences, enfin, des observations chez l'homme et pas seulement chez l'animal. Et donc, ils avaient, quand ils ont eu des troubles neurologiques importants, ils ont utilisé un produit qui s'appelle la cholestéramine, qui est un produit cholérétique. Et ils l'ont utilisé pendant 6 mois. Mais ce produit a quand même un certain nombre d'inconvénients. C'est qu'il perturbe l'assimilation des vitamines indispensables A, D et E. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des carences graves en ces vitamines et il ne suffit pas de les compenser par des compléments alimentaires. C'est pourquoi je pourrais dire à la population aujourd'hui de ne pas se lancer sans un avis médical et sans une surveillance médicale continue. D'accord. Et on dira aussi donc aux hommes de se prendre en charge davantage, c'est-à-dire de oui, ne pas les hommes comme peur. les femmes, il faut, parce que la femme aussi, si elle est en âge de procréer, si elle a entre 15 ans et 50 ans, il faut aussi qu'elle... Mais on a plus de tabous chez nos hommes, malheureusement, que chez nos femmes. Absolument. Donc il faut effectivement que la population... Il faut que la population se fasse détecter. Et puis il faut vous imaginer que vous êtes dans une sorte de guerre et que tous les jours, vous avez à gagner un espace de paix. Et cet espace-là, c'est vous qui allez le gagner. Personne ne le fera pour vous. On vous donnera des indications, mais il faut que vous vous preniez en charge. Donc, on ne vous affole pas, mais on vous dit que c'est important, c'est sérieux. Vous dit que c'est grave. C'est sérieux, mais si je me bats, c'est parce que je suis toujours une femme d'espérance. C'est-à-dire que je ne baisse pas les bras et je pense qu'on peut toujours se sortir de situations. L'histoire de l'humanité, comme l'histoire de la médecine, nous montre qu'il y a eu de graves épidémies. Absolument. Les gens mouraient à la pelle, le choléra, la peste, la lèpre. Et nous en avons eu chez nous. Et on a eu la typhoïde, on a eu le sida, et vous voyez que autrefois le sida c'était un arrêt de mort. Quand on vous disait que vous aviez le sida, quand on vous disait que vous aviez le cancer, vous prépariez votre testament. Aujourd'hui, on guérit 50% des cancers. Absolument. On guérit 50% des cancers. Il y a des cancers qu'on guérit à 90%. Donc, si vous voulez, la médecine, elle évolue positivement. Et je pense qu'au lieu d'être fataliste et de baisser les bras, il faut au contraire être debout et puis se battre. Voilà. On va revenir sur la question du fatalisme parce que je crois que c'est l'une des catastrophes morales, psychologiques qui nous touchent. J'avais remarqué, pour revenir à ce que vous disiez, sur le fait que le chlordécone atteint le cerveau. Quand je suis revenue à la Martinique, parce que j'enseigne, ou bien je discute beaucoup aussi avec les jeunes, etc. Et j'avais rencontré, où je trouvais chez beaucoup de gens que des connexions ne se faisaient pas, mais ça m'étonnait, mais vraiment d'une façon incroyable, parce que quand on
on enseigne, quand on apprend, il y a le savoir qu'on nous dicte directement, mais il y a le savoir qu'on acquiert par déduction. Hein, c'est bon. Donc j'ai compris ça, donc ça veut dire ça. Et ce qu'on appelle la déduction, c'est tout ce que vous allez découvrir à partir de prémices, mais que vous découvrez par vous-même. Et ça se fait par des connexions qui s'établissent dans le cerveau, etc. Et j'avais remarqué que ces déductions ne se faisaient pas. Et j'avais parlé de ça à des amis, mais on n'avait pas d'explication. Ça fait 10-15 ans peut-être, on n'avait pas d'explication. Et quand j'ai appris que le chlordécone touche le cerveau, j'ai compris qu'il y avait déjà, et c'était chez des jeunes, et on sentait donc qu'il y avait une forme d'intelligence diminuée, parce qu'on disait pour les gens un peu violents, mais faut tout couillon, pas qu'à comprendre ça, faut tout couillon. Et cette histoire-là déclenche aussi des comportements de violence parmi nous, chez ceux qui estiment que l'autre aurait dû avoir compris plus vite qu'on ne le pense, et qui est peut-être dans cette situation. Mais écoutez, je suis très contente que vous le disiez, parce que c'est vrai que même nous aussi médecins, on entend des choses et puis on ne fait pas toujours les connexions, les bonnes connexions, on ne fait pas le lien. Oui, tout à fait. Et ce sont des fois les personnes extérieures qui nous amènent à comprendre les liens. Je me souviens qu'il y a 2 ans, nous avons reçu le professeur Barbara Domenech, qui a écrit quelque chose sur la thyroïde et qui nous a dit, mais écoutez, le chlordécone, il diminue le taux de thyroïde du cerveau. Et la thyroïde, c'est justement cet organe général qui préside à tout le développement du cerveau. Et donc, à toutes ces connexions qui agencent un petit peu toute l'organisation cérébrale. Et elle nous a dit, écoutez, aujourd'hui, je vous alerte, parce que les quelques personnes qui réfléchissent, il faut qu'elles réfléchissent pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas capables de réfléchir, ne seront pas en capacité de réfléchir. Et je crois que ça nous a vraiment interpellée quand elle nous a dit qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte que des gens, il ne faut pas les accabler parce qu'ils ne sont peut-être pas, du fait du chlordécone qui perturbe l'hormone thyroïdienne, en situation de comprendre et, comme vous dites, de faire le lien entre des choses qu'ils ont et puis de déduire et d'avancer plus vite dans le savoir. Et ce qui fait que c'est un préjudice encore beaucoup plus important. Mais vous avez des séquelles donc au niveau de la thyroïde. Il y a une hypothyroïdie. Alors l'étude Timoun, parce que ça ce sont des études qui ont été faites en Guadeloupe, a montré que justement quand une femme enceinte avait du chlordécone dans le sang, son enfant naissait avec une hormone thyroïdienne basse. Et moi, je suis vraiment très amère, je vous le dis là aujourd'hui, parce que quand nous avons compris l'action sur l'hormone thyroïdienne du chlordécone, nous avons interpellé Santé publique France en leur demandant de faire un complément de recherche, parce que l'enquête Timoun nous a livré ça fait déjà 7-8 ans. Et je pense que la première des choses à faire, ça aurait été de voir, est-ce qu'il faut mettre des hormones thyroïdiennes au nouveau-né ? Est-ce qu'il faut donner pendant la grossesse aux femmes des hormones ? Parce que c'est le lévothyrox, il y a beaucoup de femmes qui prennent du lévothyrox. Est-ce qu'il faut donner, on sait que ça baisse le taux, est-ce qu'on peut compenser ? Est-ce qu'on peut donner de l'iode, du sel iodé, comme quand il y a une catastrophe nucléaire ? Mettre en place une prise en charge, et puis le nouveau-né, une fois qu'on sait qu'il a une hypothyroïdie, lui donner des... On le traite autrement. Mais de toutes les façons, la connaissance, c'est pour ça qu'il faut que nous aidions les gens à développer des comportements, pas forcément responsables, mais pratiques, efficaces dans le quotidien. Absolument. Tiens, je sais que j'ai ça. Alors d'abord, le dosage, on vous avait parlé, le dosage et puis gérer mon alimentation. Et puis gérer l'alimentation. Gérer mon alimentation. Regarder aussi demander la thyroïde, demander à mon médecin de me faire un dosage de thyroïde, voir si effectivement j'ai pas une possibilité d'éviter que mon enfant ne devienne débile en lui donnant. Et ça, moi, je pense que ça va être notre responsabilité de médecin. En tout cas. Et nous insistons auprès des organismes ministériels, Santé publique France, de la ministre de la Santé, qui n'en parlent jamais. On n'en parle jamais. On n'en avait jamais entendu parler. Et c'est une des choses qui devrait pouvoir être mise en place, parce que nous l'avons demandé, que l'on puisse savoir quelle attitude avoir. C'est ça. Est-ce que l'on ne peut pas prévenir justement ce risque cérébral en traitant, en donnant des hormones thyroïdiennes ? Voilà. Mais la catastrophe, enfin l'ampleur de la catastrophe tient aussi au fait que vous découvrez beaucoup de pathologies nouvelles, en tout cas des pathologies qu'on attendait dans des tranches d'âge différents. Et puis, vous êtes totalement démunis parce que... Ah mais certainement, parce que les jeux sont souvent déjà faits au moment où vous arrivez. Et puis, nous sommes une petite population. La recherche médicale
médicale, elle coûte très cher. L'invention de nouveaux médicaments. Est-ce qu'on a envie de s'impliquer pour un petit échantillon d'êtres humains? Mais vous avez touché du doigt le problème, parce que finalement, il y a eu cette étude Timoun. Mais je ne sais pas si vous avez écouté l'audition de la ministre de la Santé devant la commission parlementaire, mais c'était désolant, lamentable. Elle nous parle de l'étude Timoun qui a commencé en 2003. Vous avez des enfants 2003 qui ont 16 ans. Elle ne sait toujours pas s'ils sont pubères, elle ne sait pas s'ils sont dyslexiques. C'est ça, il n'y a pas de suivi. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de suivi, mais c'est que vous faites une recherche pour savoir s'il y a un trouble neurologique, non, mais ils ont les résultats. La recherche, c'est pour calmer les gens, pour dire que l'État s'occupe d'eux. Oui, non, mais ils ont des résultats, mais moi, je serais ministre, j'aurais eu honte de dire que je ne sais toujours pas les résultats sur le cerveau à 16 ans. Oui, mais je crois qu'il y a des enjeux aussi financiers. Mais et puis on connaît le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires pharmaceutiques. Donc on sait bien qu'il faut que ça soit sur une population assez. Oui, mais quand même, au bout de 16 ans, vous savez s'ils ont des troubles neurologiques, combien d'enfants lisent, combien d'enfants écrivent, combien d'enfants calculent. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Oui, surtout. mais dans le cas de l'Afrique, il y a énormément de choses que l'industrie pharmaceutique aurait pu faire et qu'elle ne fait pas, parce que ce sont des populations qui sont d'abord laissées pour compte, qui n'ont pas d'argent. C'est à la population de se réveiller. Mais c'est pour ça, et moi, je crois que l'objectif, là, c'est de dire à la population que c'est pas normal. Aujourd'hui, on peut avoir, qu'est-ce que c'est? À des traitements. L'hormone thyroïdienne, on doit savoir comment l'utiliser si l'enfant est contaminé. Et le lien entre la thyroïde et le cerveau. Il faut que vous vous informiez. C'est ce que je dis. Considérez que vous êtes un petit peu en situation de guerre, d'urgence, et prenez-vous en charge. Il faut se prendre en charge. Et le travail l'émission d'aujourd'hui doit vous donner quelques clés pour vous prendre en charge, parce que vous voyez bien, il y a des intérêts en jeu et vous n'êtes pas nécessairement la priorité. On n'est pas la priorité, mais moi je crois qu'effectivement, une femme qui a du chlordécone pendant la grossesse, elle doit demander que son enfant soit suivi correctement, qu'on fasse des dépistages par des psychomotriciens, par des orthophonistes, savoir s'il y a des troubles neurologiques. S'il y a des troubles neurologiques, il y a une prise en charge. On a parlé de réparation. Mais la réparation, c'est pas un 20 mots, c'est pas de l'argent qu'on va donner. Il faut qu'on mette en place des structures pour éviter que l'enfant qui a des premiers signes d'autisme soit pris en charge pour qu'il puisse entrer en école maternelle sans autisme. Et ça, c'est faisable. Mais la réparation, c'est la recherche, par exemple, c'est la sur recherche. Des populations empoisonnées à presque 100%. C'est la recherche et la prise en charge, ce sont les structures qu'on doit mettre en place. Mais vous disiez, c'est à nous, c'est au peuple. Il faut exiger. Il faut exiger. Voilà, donc on en viendra à ça, parce qu'on a quelques personnes qui se mobilisent et puis qui s'étonnent de voir le comportement amorphe, mais vraiment presque totalement amorphe de notre population. En plus, il y a des enjeux, il y a des interférences avec des intérêts économiques, il y a des gens qui refusent, etc. On va le voir tout à l'heure. Mais il y a surtout aussi beaucoup de personnes. Ah oui, l'enjeu démographique. On va voir tout à l'heure. Voilà, il y a des gens aussi qui donnent une désinformation. Et là aussi, je voulais faire bien le point. Voilà. Faire bien le point avec la population, parce qu'on se démobilise aussi, parce qu'il y a des gens qui vous disent des choses fausses. Il y a des gens qui vous disent que ça s'élimine par la sueur, qu'il suffit de faire du sport. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne s'élimine pas par la sueur. Le chlordécone ne s'élimine pas par la sueur. Il y en a d'autres qui vous disent que ça s'élimine par les urines, qu'il faut boire beaucoup. C'est pas vrai. Et si l'eau est chlordéconée? Oui, non, mais ça ne s'élimine pas par l'urine. Non, mais par exemple, voilà. Et il y en a qui vous disent qu'il suffit de faire bouillir les légumes et puis que ça se détruit. C'est faux. Voilà, donc il y a des choses pour lesquelles il faut informer la population. Il y a des gens qui vous disent qu'il n'y a rien à faire, que tout est déjà foutu. Non. Il faut gérer sa grossesse surtout. Et on a eu des catastrophes pires que ça, même si celle-là, elle est terrible. Il ne faut pas tomber enceinte comme ça. Il faut savoir, avant de faire un projet d'enfant, c'est un peu comme les gens qui ont la drépanocytose, etc. Voilà. Ou d'autres maladies. Voilà. On demande aux gens de se préparer. Et celle-là, elle est nouvelle. Donc, voilà, peut-être que ça vous demande des réajustements, des mobilisations différentes, mais il faut considérer désormais que vous êtes en situation pathologique tout le temps. Il y a une situation, mais que c'est réversible. C'est ça qui est très important. Mais en prenant les précautions. C'est réversible en prenant des précautions. Voilà. Et ça sera peut-être réversible pour la génération
à venir. Peut-être que notre génération va être quand même sacrifiée, mais c'est déjà quand même pas mal de savoir que la génération à venir... Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que la seule façon de régler le problème de chlordécone, c'est de manger zéro chlordécone. Zéro, et pas des... Alors là aussi, je suis très amère par rapport au gouvernement qui nous met des arrêtés ministériels autorisant la mise sur le marché de produits jusqu'à 20 microgrammes. Et moi, je trouve que c'est scientifiquement une hérésie de dire que c'est un perturbateur endocrinien et de laisser la population continuer à se contaminer. Donc, il faut que nous exigions, Martiniquais, tous ensemble, du 0, 0, 0, 0. 0, c'est pas 0, hein? Et il faut qu'on se mobilise dessus. Il y a les municipales qui arrivent. Toutes les communes ont des terres en friche. Il y a beaucoup de terres domaniales, des forêts qui appartiennent à l'État, qui sont saines. L'État dit qu'il va réparer. Il faut que nous nous mettions debout et que nous demandions à l'État de nous donner ces terres. Ces terres saines. Il faut demander... On va y venir, docteur, mais moi, pour rebondir sur ce que vous dites, j'ai envie de dire aux gens, vous avez en ce moment beaucoup de gens qui sollicitent vos voix, que vous n'entendez pas forcément se prononcer sur ces questions graves-là. Eh bien, avant de donner vos voix, exigez, par exemple, que ces gens-là prennent en charge ces problématiques. Dans chaque commune, c'est chaque maire et ses conseillers font ce qu'il faut pour mobiliser, comment on fait, aller sur le terrain comment on dit, pas mobiliser la population, lui expliquer, enfin, un terme pour ça. Je pense qu'on avancera parce qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à toucher dans les campagnes, qui préfèrent regarder des émissions de jeux, d'amusement, etc., plutôt que d'écouter des choses qu'on essaye de mettre à leur disposition. Et donc, vous n'êtes pas seul, docteur, il y a d'autres collectifs, mais la dimension de votre engagement, le domaine auquel vous touchez, qui est vraiment le corps, la descendance, la mortalité, les déficits en natalité, etc., etc. Tout ça, ça concerne la vie d'un peuple, d'un groupe concerne humain. Le devenir de la Martinique. Voilà. Donc, si on ne s'occupe pas de ça de manière sérieuse, il faut s'en occuper. Il nous reste à disparaître. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Absolument, parce que quand vous regardez, d'ailleurs, j'ai remis quelques courbes pour votre émission. Oui, on va quand voir. Vous regardez la courbe de... On peut voir la courbe sur la mortalité, natalité? Quand vous regardez l'évolution sur les courbes de l'INSEE, vous voyez qu'il y a une baisse de la natalité qui est régulière depuis 2005. Voilà. On diminue régulièrement, le nombre de naissances diminue régulièrement et la population de Martinique diminue régulièrement. Depuis 2005. Voilà. Là aussi, ça fait 30 ans. Et si vous voulez bien expliquer? Absolument. Vous avez donc en haut, vous avez la courbe de natalité qui diminue régulièrement et vous voyez qu'autrefois, elle diminuait tout doucement et puis ensuite, elle diminue. Elle pique du nez, elle diminue de plus en plus. Depuis 2013, elle descend, sans arrêt. On a moins de 4000 naissances par an. Et la courbe du bas, qui est la courbe rouge, la courbe de mortalité, elle ne cesse d'augmenter. Voilà. Elle ne cesse d'augmenter et elle touche une tranche d'âge qui est préoccupante, la tranche d'âge de 50-74 ans. Les gens vous disent c'est grand-maman Katereti Châtiellement. Bien sûr. Et ça, c'est quand vous entendez une grand-mère dire ça, c'est une souffrance. Et puis les avis d'obsèques nous signalent, nous alertent aussi. Mais oui, et parce que les grand-mères pensaient qu'elles seraient enterrées par leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc il y a un trou dans les générations qui va nous poser des problèmes certainement sociologique parce qu'il y a beaucoup de mères déjà qui ne peuvent plus élever leurs enfants parce qu'elles ont des cancers du sein, parce qu'elles ont des diabètes avec dialyse. Et ce sont les grands-mères qui prennent le relais. Voilà. Ce sont les grands-mères qui prennent le relais de l'éducation des enfants. Donc vous avez cette mortalité qui augmente, cette natalité qui diminue. Et quand les deux vont se toucher, la population va plus se renouveler. Et ça, c'est une question que la population martiniquaise doit vraiment prendre en compte sérieusement parce que bientôt, il faudra faire appel à des immigrés comme en Guadeloupe pour pouvoir renouveler notre population. Et dans 2 générations, la remplacer. Dans 2 générations, on va chercher peut-être le Martiniquais. Et ça, il faut y penser. C'est pas une vue de l'esprit, c'est courbe et c'est quelque chose de récent. Vous voulez dire que ça n'est pas alarmiste. C'est pas alarmiste. Pour être alarmiste, c'est grave. Voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. Et ça, ce sont les courbes de l'INSEE. C'est pas des courbes que j'ai reconstituées. C'est ça. Ce sont les courbes de l'INSEE. La population risque de ne pas se renouveler. Voilà. Donc on a une chose que
vous expliquiez qui est très importante, c'est que dans les études de l'INSEE, on impute ou on attribue cette situation-là. Oui, la deuxième courbe, à l'émigration. À l'émigration. Aller virer du conseil régional. Là. Aller virer, dire aux jeunes de revenir. C'est pas l'émigration, parce que l'INSEE a fait plusieurs courbes. Elle a montré que l'émigration n'explique qu'une partie du trou générationnel. Voilà. Vous avez un trou, le trou au milieu de la courbe de la pyramide des âges, voilà. Mais que dans ces études, il y a une partie seulement de ce trou qui est expliquée par l'émigration, voilà. C'est-à-dire le flux migratoire, voilà. Et qu'il y a également une partie due à la baisse de fécondité. La baisse de fécondité. Donc, baisse de fécondité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point là aujourd'hui, 30 ans après l'utilisation du chlordécone, où la situation reprotoxique du chlordécone montre qu'il y a un impact sur la population, la démographie voilà. Martiniquaise. Alors, chers amis, vous avez là une courbe démographique qui vous montre, lorsqu'elle est normale, hein, c'est-à-dire elle est en forme de pyramide, et la base, c'est la jeunesse, représente la population jeune, elle est large, et le sommet représente la population la plus âgée. Et entre les deux, vous avez la population médiane entre 15 et 50 ans. Voilà. Eh bien, notre courbe, elle a basculé très très vite. Donc la base est devenue plus étroite que le sommet, presque la partie adulte et la partie sommet. C'est rien qu'à la regarder, vous savez qu'elle est anormale, entre guillemets, au niveau de ce que ça représente sur si vous voulez, la composition de notre population, et c'est ce qui est en train de se jouer là. Donc, quand le docteur vous dit qu'il y a une situation préoccupante, on a essayé d'expliquer ce trou-là par le fait qu'on a fait partir beaucoup de jeunes et qu'on continue à le faire. On a environ 4000 jeunes par an, docteur. Eh bien, docteur vous explique que ça n'est pas seulement le fait du des départs des jeunes qui explique cette situation de creux, c'est la mortalité. Et la mortalité, ce sont des générations qui disparaissent, qui ne sont pas remplacées, et donc des enfants qui vont être éduqués, comme vous le disiez, docteur, par les grands-parents. Et vous avez entendu à la rentrée de septembre des écoles qui ont fermé à Fort-de-France. Je crois qu'il y a 5-6 écoles. Oui, ça veut dire 300 enfants en moins. Absolument. Des écoles. Il y a des classes, bien sûr, que l'on rassemble. Parce des enfants qui ne naissent pas. Des enfants qui ne naissent pas. C'est-à-dire on commence à voir l'impact de la baisse de la natalité, puisque les écoles maternelles, on les supprime, il n'y en a plus. Et chaque année, le rectorat nous dit qu'il y a de moins en moins d'enfants scolarisés. Donc on a un problème de natalité qu'on perçoit maintenant à travers la scolarisation. Et un problème de personnes âgées, parce qu'on ouvre de plus en plus d'EHPAD. Mais ces personnes âgées, ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas été impactées par le chlordécone quand elles étaient jeunes. Le chlordécone a été mis dans les années 70. Les pesticides ont commencé à être utilisés dans les années 55. Donc tous ceux qui sont nés avant 55 étaient solides. Ils étaient adultes quand on a utilisé les pesticides, donc ils ont résisté. Mais tous ceux qui sont nés après 55, qui ont eu des pesticides, plus après 70, du chlordécone, dans l'enfance, ceux-là sont fragiles. Et puis même les situations d'obésité, docteur, c'est évident. Ça fait 15-20 ans. Et puis un enfant obèse, c'est 10 années de moins de vie de moins. Oui, ça c'est les complications d'obésité. Sans compter qu'on ne vous emploie pas. Quand vous êtes à l'accueil et que vous avez 100 kilos, on ne vous emploie pas. Absolument. Quand vous avez 100 kilos et que vous postulez dans la fonction hospitalière, on ne vous emploie pas. Parce que s'il y a une urgence, vous n'arrivez pas à descendre les escaliers chercher. Voilà, et puis il y a tout sur le plan personnel. Il y a le plan personnel. Absolument. Sans compter la morbidité, l'insuffisance rénale, le diabète, les cancers, les arthrites. C'est d'une durée de vie bien raccourcie. Absolument. Donc c'est un préjudice. Oui, c'est un préjudice médical important. Voilà. Donc, pour résumer, chers téléspectateurs, ce qui se passe au niveau de... vous voyez, la mortalité, vous entendez tous les matins des litanies d'Avidovsek, ça vous effraie, mais cela traduit une réalité socio-démographique, sociologique et démographique de notre pays qu'il faut que vous analysiez de manière sociologique justement pour que vous tiriez les conclusions et pour vous sauver vous-même, d'abord sauver vous-même et votre environnement, mais il faut comprendre que notre pays est en train de basculer dans quelque chose. Il dépendra de nous que nous survivions ou que nos descendants nous survivent si nous en avons, en tout cas si nous en avons et que nous ne sommes pas en mesure de les faire durer
pour vivre, pour rester en vie. Et ben, vous voyez, quand on parle de catastrophe, on ne vient pas vous affoler, mais on vient vous dire qu'on a l'impression parfois que vous êtes un peu blasé. Parce qu'on voit des gens se mobiliser qui ont conscience de ce drame et on voit beaucoup d'autres qui n'ont pas l'air de se sentir ou qui ne se sentent pas concernés par ça. Eh bien, il faut se sentir concerné parce que nous sommes tous impactés, vous l'avez dit, docteur. Mais on est tous impactés et on est impactés. Aujourd'hui, on est peut-être en bonne santé et on ne sait pas demain. C'est ça peut aussi. Se déclarer très vite. Parce que le perturbateur endocrinien, il n'agit pas en fonction de la dose. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est du 0 chlordécone et c'est pas 0,0. Et quand vous en avez dans le sang, il ne faut pas en avoir du tout. C'est pas la dose qui est importante, c'est le moment où vous avez ce perturbateur endocrinien. C'est-à-dire la grossesse, c'est un moment grave. Mais la puberté, c'est un moment grave également pour le perturbateur endocrinien. Vous avez des jeunes qui grossissent ou qui font un diabète à la puberté, du fait du chlordécone. Et la vieillesse, c'est aussi un moment grave. C'est-à-dire que des gens vont bien jusqu'à 65 ans, puis d'un seul coup, ils apprennent qu'ils deviennent diabétiques à 65 ans, alors qu'ils ne mangent pas de façon déséquilibrée. Parce que le perturbateur endocrinien, il peut aussi faire tout basculer au moment de la vieillesse. Et puis on a vu tout à l'heure la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos descendants. La femme, elle fait des enfants jusqu'à 45-47 ans, mais l'homme peut faire des enfants à 80 ans. C'est ça. Et à 80 ans, il peut transmettre une sensibilité soit à l'obésité, soit au diabète, soit au cancer de la prostate à ses enfants par l'intermédiaire de son sperme qui est atteint. C'est ça. Donc on a une responsabilité, quel que soit notre âge. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Hommes et c'est femmes. Pas parce qu'aujourd'hui on est en bonne santé que demain on ne peut pas complètement basculer. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, parce que la chose est en nous, donc elle agit aussi. Mais c'est un toxique. Il faut imaginer que vous avez de l'arsenic. Voilà. Vous ne toléreriez pas d'avoir quelques gouttes d'arsenic. C'est un poison. C'est un poison. C'est un poison, vous avez dans qui n'est pas un composant naturel. Voilà. Le cholestérol est naturel, donc il ne faut pas en avoir trop. Mais le chlordécone, l'arsenic ne sont pas des composants naturels, le mercure non plus. Oui. Vous ne devez pas du tout en avoir. Parce que c'est une bombe à retardement. En fait, vous n'avez pas le sentiment d'être dans votre corps touché par quelque chose de concret, de tangible, mais c'est un poison. Donc c'est ça. C'est une bombe à retardement. Voilà. Imaginez que ça peut se déclencher du jour au lendemain. Qui agit de manière du jour au lendemain. Voilà. Donc, docteur, on a vu un peu les méfaits du chlordécone, les enjeux immédiats de ces méfaits-là. Et on va essayer vous voyez comme le temps file, on va essayer d'envisager, de voir les effets un peu plus à long terme. C'est-à-dire, il y a déjà, vous avez déjà abordé la reprotoxicité, la question. Les questions sur le cerveau et les questions, le long terme, c'est les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire le diabète. Et l'obésité. Est-ce que vous voulez nous parler des prématurés, par exemple? Alors, on peut vous parler des prématurés. Nous avons 10% de prématurés, alors qu'en France, ils sont descendus à 3-4%. 3-4%. C'est-à-dire qu'on était tous, il y a 30 ans, dans une situation à peu près similaire, de prématurité importante. Et toutes les dispositions étaient prises pour que ce nombre de prématurés diminue. Et en Martinique et en Guadeloupe, nous avons toujours 10 à 11% de prématurés. Et la prématurité, c'est et comme ça, un c'est fruit. dans ce laps de temps-là qu'on l'a mesuré aussi, depuis les années 73? Non, la prématurité date de plus longtemps. La différence, c'est que les autres pays... Non, la prématurité, elle date de 30-40 ans. Mais les autres pays qui ont pris des dispositions ont fait chuter leur taux de prématurité à 3-4%. Et nous ne faisons pas chuter. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il y a un composant dont on ne tient pas compte suffisamment. Vous ne faites pas chuter? On n'arrive pas parce qu'on a toujours, sur 3000 naissances, on a toujours 300 prématurés. Wow. Depuis 30 ans, on a toujours. Voilà. On a toujours. On n'arrive pas à faire en sorte, parce que vous avez une grossesse qui se passe très bien, et puis brusquement, un coup de tonnerre dans un ciel clair, la femme vient à l'accouche à 6-7 mois. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Tout allait bien. Elle accouche. Et c'est là que je pense qu'il faut que la recherche soit faite pour qu'on puisse voir quelles sont les prémices. Parce que finalement, cet accouchement prématuré, c'est quoi? C'est un déséquilibre entre les hormones. Ce qui règle la grossesse, c'est la progestérone et les œstrogènes. Donc il y a certainement un déséquilibre d'hormones qui est rompu. Un équilibre qui est rompu. Et on doit pouvoir savoir
à quel moment ils seront, quelles sont les prémices. On sait beaucoup de choses maintenant. Mais on oui, arrive à sait. suivre. Et donc, puis, en suivant les taux d'hormones, on devrait pouvoir, en suivant l'hormone thyroïdienne, on devrait bien pouvoir sûr. prévenir cette prématurité. C'est-à-dire qu'à la limite, quand on est enceinte, il faut voir encore plus de Mais spécialistes. même si vous le voyez aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, avant. on n'a pas les informations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très bien suivis tous les mois, qui ont un suivi de grossesse. On n'a pas la bonne information aujourd'hui pour savoir comment ça entraîne une prématurité. C'est là qu'on voudrait que la recherche avance. Ouais, quel est le mécanisme? Est-ce que c'est l'hormone thyroïdienne? Est-ce que c'est les oestrogènes? Est-ce que c'est la progestérone? Parce qu'on dispose d'oestrogènes, de progestérone. Mais vous avez dit que tous les autres pays arrivent à faire chuter leur taux de prématurité. Parce qu'ils n'ont pas ce pesticide. Moi, je pense que c'est ça. Mais vous avez agi sur tous les facteurs sur lesquels eux agissent? On a agi et eux, ils ont diminué leur taux de prématurité et pas nous. D'accord. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il y a un facteur extérieur ouais. et qui est aussi commun en Guadeloupe et Martinique. C'est ça. Qui n'est pas commun aux autres pays. Voilà, oui, c'est la raison pour laquelle on pense que c'est environnemental. Et puis surtout qu'en Virginie, ils ont trouvé que c'était reprotoxique. Ouais. Voyez, on ne parle pas de zéro, hein, on ne parle pas simplement d'idées reçues, on parle de constatations qui ont été faites chez l'homme aux États-Unis, qui ont constaté chez les femmes enceintes qui étaient aux États-Unis qu'il y avait des accouchements, des fausses couches et des accouchements prématurés. Oui, mais vous parliez aussi de malformations, docteur, non? Alors, les malformations, non, on n'en a pas vraiment des malformations génitales. L'appareil reproducteur. Oui, c'est ça, des malformations de l'appareil reproducteur. Mais des enfants. De l'appareil reproducteur. D'accord. Hein, de l'appareil reproducteur, c'est-à-dire des organes génitaux, des seins, voilà. Il y a beaucoup de garçons qui naissent avec des organes génitaux immatures. Hein, du fait justement qu'il y a ce déséquilibre hormonal. D'accord. Immature, ça veut dire? C'est-à-dire petit, une vierge petite, des testicules petits. D'accord. C'est-à-dire des testicules qui ne sécrètent pas beaucoup de testostérone, avec au moment de la puberté une insuffisance dans les hormones qui empêche la puberté de se faire correctement. D'accord. Donc des garçons qui ont des seins développés, il y en a beaucoup. Donc ça peut aussi avoir une incidence sur l'identité. De toute manière, il y a une incidence sur l'identité sexuelle. Il y a la construction de l'identité sexuelle. Vous avez toujours qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un mauvais développement qui fait qu'on a une mauvaise image de soi sexuelle, ou est-ce que ça agit aussi sur les circuits cérébraux d'identité sexuelle? Parce que vous avez des circuits d'identification sexuelle au niveau du cerveau, qui permettent de faire la différence. Il y a un dimorphisme sexuel entre hommes et femmes, c'est-à-dire hommes et femmes, par exemple, ne perçoivent pas les goûts, les odeurs de la même manière. Donc il y a une identité sexuelle de notre cerveau et qui est aussi atteinte par les perturbateurs endocriniens. Oui. Donc, quelle est la première chose? Est-ce que cette identité vient du cerveau ou est-ce que ça vient du fait que les organes sont mal développés? De toute façon, il y a une perturbation grave chez les garçons comme chez les filles. D'accord. Donc, on a ce même type de problématique chez les filles aussi? C'est moins important parce que le chlordécone a plutôt une action féminisante que masculinisante. C'est un oestrogéno-mimétique, c'est-à-dire ça mime les hormones féminines. Donc ça, chez la fille, c'est moins sensible. C'est sensible simplement parce que les ovaires ont moins d'ovules. C'est ça. Hein, ça empêche. Donc nos hommes sont de plus en plus féminisés. Efféminés et avec un problème d'identification sexuelle réelle. Dans une culture où la sexualité de l'homme a une importance capitale. Où la femme prend de plus en plus d'importance intellectuellement, parce qu'on voit que la femme réussit mieux intellectuellement que l'homme. Et effectivement, ça crée des en sortie de l'esclavage, on en avait déjà fait un étalon, où finalement il s'est construit autour de son sexe, et puis aujourd'hui, le chlordécone lui enlève ça. Enfin bref, c'est l'homme le maillon faible souvent. Mais je pense que la pollution, elle a un impact plus fort chez l'être masculin que l'être féminin. Mais c'est malheureusement le maillon faible d'une manière générale, elle impacte plus l'homme. Et l'histoire a travaillé, l'histoire, les relations de prédation qu'on a établies avec les hommes noirs en fait que, etc. Absolument. Donc il est à tous les niveaux finalement impacté. Il faut faire attention à ça. Mais c'est quand même grave. C'est important. C'est très très grave. Mais c'est très très important parce que tout l'équilibre. Et puis tout l'équilibre homme-femme qui bascule. Hein, comme moi je vois que les femmes ont plus de mentions au bac que les hommes, ça crée un déséquilibre dans notre société. Mais on a une société de jaloux. On a une société qui a basculé dans un autre sens. La femme a
avant n'était l'homme pas... va reprendre du pouvoir en accentuant par la violence. pas la violence, mais au lieu d'analyser tout ça, eh ben, on va faire des guerres hommes-femmes dans nos sociétés au nom de la lutte pour l'égalité, je ne sais quoi. Absolument, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi je ne comprends pas. J'ai l'impression souvent qu'on passe à côté de la plaque. On passe à côté, et on ne voit pas que l'homme, finalement, dans nos sociétés qui sont nées dans les conditions tragiques. Et puis, vous voyez, on n'est pas sorti des tragédies. Plus comment on dit, on s'en sort de certaines, plus on tombe dans d'autres, finalement. Et à chaque catastrophe, nos hommes laissent des plumes. Absolument. Beaucoup de plumes. Le cancer de la prostate les impacte plus que notre cancer du sein. Alors qu'on pourrait imaginer... Mais ce que vous dites aussi pour la prématurité. Absolument. Que les sexes des hommes soient moins... Le sexe Enfin, voilà. Il y a énormément... Alors, vous, les femmes qui faites des enfants, il faut protéger vos hommes, parce que c'est vous qui mettez des hommes. Et puis, il faut arrêter les guerres, machin. Regardez bien ce qui est en train de se jouer et qui change la donne au niveau... Même au niveau des relations sexuelles, ça va changer les relations du couple ou des gens. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va s'insulter, s'invectiver, s'envoyer du mépris et voilà. La violence reste l'arme des faibles, c'est vrai, mais quand on est démonié à tous les niveaux, ça peut paraître être une arme à utiliser. Ce que je ne cautionne pas, hein, mais je veux dire, moi j'analyse les choses aussi sur le plan culturel, identitaire et sur la déstructuration d'une identité masculine. Dans un monde où on a construit l'homme comme un sexe, ben, je veux dire, s'il perd son sexe et sa capacité de reproduction, patiti patata, eh bien, on est dans une société extrêmement déséquilibrée et des femmes qui souvent sont très impatientes et qui vont demander des comptes à ces mâles qui ne sont pas assez mâles. Donc il faut qu'on fasse, qu'on comprenne bien les enjeux. Alors j'ai parlé d'enjeux à long terme, à court terme et à long terme, mais je là crois qu'effectivement cet enjeu de solidarité que vous soulignez, moi je crois que ça me tient beaucoup à cœur. Ah, oui. Je crois que nous sommes dans le même bateau. Il faut considérer que l'un ne s'en sortira pas sans l'autre. Bon, on parle des hommes et des femmes, mais je pense qu'il faut se donner la main entre jeune génération et vieille génération et se dire que il faut qu'on règle le problème ensemble. Vous aviez dit une chose, docteur, c'était qu'il nous fallait avoir une approche collective de ce phénomène. Absolument. Et la question, c'était comment vit-on dans une société empoisonnée? Alors, comment vit-on dans une société empoisonnée? C'est la question que je me pose souvent quand on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez du chlordécone. Je sais, on nous a empoisonnés. Et les gens, finalement, se rendent compte que c'est un empoisonnement collectif et qu'ils sont démunis, qu'ils ont l'impression qu'ils luttent contre plus fort qu'eux. Et moi, je crois qu'au contraire, si vous avez le sentiment que c'est collectif, il faut se donner la main pour s'en sortir. On ne s'en sortira pas seul. Et puis ce n'est pas quand je vais m'occuper que de mon approvisionnement zéro chlordécone que je vais m'en sortir. Il faut que j'en parle chez moi, à mes enfants, que tout le monde se sente concerné. Mais docteur, c'est nous, ce sont les femmes qui font les enfants. Donc si nous faisons des garçons qui ne sont plus des garçons, à un niveau ou à un autre, il faudra qu'on s'en occupe aussi. Il faudra qu'on s'en occupe, mais je crois que le chlordécone, ça passe par une alimentation saine. Il faut qu'on arrive à exiger de la collectivité que nous ayons une alimentation labellisée, tracée, zéro chlordécone. La solution, c'est ça. Il n'y a pas de médicament pour le chlordécone. On a vu que le médicament est à prendre avec beaucoup de prudence et selon un protocole bien défini. Mais si vous ne mangez plus de chlordécone, vous l'éliminez. Et il faut demander à nos agriculteurs d'être suffisamment responsables pour ne pas mettre sur le marché de produits chlordéconés. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez un produit chlordéconé, il a prélevé le chlordécone de la terre, vous l'éliminez par les sels, ça va dans l'eau de rivière. Vous contaminez la rivière. Et c'est là que je pense qu'il faut que nous soyons tous responsables. Quand vous mangez un produit contaminé, vous contaminez les rivières. Donc vous continuez à entretenir la contamination de l'espace. Si vous mettez des fleurs sur un terrain contaminé, si vous mettez du bois, ça va aux ordures ménagères, c'est brûlé, le chlordécone est détruit. C'est ça toute la différence. Quand on demande que les terres contaminées soient plantées en fleurs et en bois, c'est parce que là, vous êtes sûr que vous allez éliminer le chlordécone. Si c'est des aliments, vous allez recontaminer
le milieu, les nappes souterraines, l'environnement. Et vous continuez à entretenir la contamination chlordécone. C'est en ce sens qu'il faut que nous soyons tous solidaires et responsables. Les agriculteurs, je sais qu'ils souffrent. Ils souffrent. Quand ils ont une terre chlordéconée, ils souffrent. On les montre du doigt. Je ne les montre pas du doigt. Je demande simplement que les terres saines soient mises à leur disposition. Et nous avons 60% de terres saines, que ce soit des terres en friche, que ce soit des terres domaniales. On doit pouvoir, les communes, l'État doit réparer le préjudice en nous donnant ces terres saines, en donnant aux agriculteurs, avec un accompagnement d'ingénieurs agronomes, puisque ce n'est pas les mêmes terrains, pour pouvoir nourrir la Martinique, et c'est faisable. Et vous disiez qu'on a assez de terres Mais pour... écoutez, si on écoute ce qui est dit, il y a 30-40% de terres agricoles contaminées, il y en a 60% non contaminées. Donc vous avez 60% des terres. Et au lieu de mettre sur le marché des terres en essayant de voir si avec un petit peu, avec 10 microgrammes, avec 20 microgrammes, quelle que soit la quantité qu'il y aura en transfert, vous allez recontaminer le milieu environnant. Donc notre responsabilité collective, c'est de nous dire, effectivement, c'est difficile, j'avais l'habitude de faire mon igname sur mon terrain, je ne le fais plus parce que je vais contaminer les rivières. Et vous parlez du dosage de la terre pour les cultures de jardin. Mais écoutez, c'est ce qui se fait là maintenant. Parce que si vous avez une terre contaminée, il ne faut pas planter dessus. Il faut doser votre terre. Mais l'agriculteur qui a une terre contaminée, il faut qu'il arrive à l'abandonner et qu'il demande à sa commune une terre en friche, avec un accompagnement financier, un accompagnement technique, pour ne plus planter sur des terres chlordéconées. On peut demander à la place des supermarchés des terres à planter des légumes. On peut. Celui qui veut peut. Vous savez, vous avez des déserts où on fait des choses extraordinaires. Regardez, en France, sur les immeubles, on plante des choses. Oui, il y a des possibilités. Mais c'est votre responsabilité de demander. N'allez pas voter pour des gens qui s'occupent pas Mais il faut demander aux maires de faire l'état des terres en friche, l'état des terres qui sont boisées, qui ne sont pas utilisées, et donner ça aux agriculteurs avec un accompagnement financier et technologique. Voilà. Donc il faut que ça soit des politiques bien établies et profiter des campagnes électorales. Ah, mais il faut profiter. Il faut faire l'assaut des maires. Pas aller bavoiser comme ça sans contrepartie. Mais oui, désormais, eux aussi, ils sont ceux-là qui veulent vous représenter. Mais il faut qu'ils le fassent pour de vraies raisons, qu'ils veuillent être à la tête de l'institution, il faut qu'ils le fassent pour de vraies raisons. Vous avez besoin d'eux pour porter votre parole et vos demandes face à l'État, etc. Maintenant, vous avez donc, on peut agir sur la terre, on peut agir aussi à son niveau, dosage sanguin. Oui. C'est ce que vous leur conseillez. Absolument. Il faut gérer sa santé. Vous dites quelle est la source de ma contamination? C'est l'alimentation. La source de ma contamination, aujourd'hui, c'est l'alimentation. Autrefois, quand les ouvriers ont mis dans les années 70, il y avait la respiration, puisque c'était de la poudre qui s'évaporait. Il y avait la peau aussi par la transpiration. Aujourd'hui, c'est l'alimentation. Donc, c'est simple. C'est simple. Il ne faut pas que je mange de produits qui aient une trace de chlordécone. D'accord. Et il faut que j'exige... Et je peux savoir ça par un dosage sanguin? Un dosage sanguin. Et il faut que j'exige que quand je vais à un supermarché ou à un marché, j'ai l'origine de la production et que je sois certaine qu'elle n'a pas de chlordécone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais même quand ils mettent une origine, parfois, j'ai vécu à l'étranger, comme les gens avaient peur des produits africains, on faisait venir des choses d'Afrique et on mettait dessus des étiquettes qui n'étaient pas. Et c'est pratiqué dans beaucoup de pays européens. Oui, non, mais ça, je pense que c'est pratiqué également. On n'a pas la garantie, mais c'est un minimum. Il faut que les services de contrôle fassent leur contrôle. Il faut que... Et puis, il faut que chacun réalise que ce qu'on vous demande, c'est pas pour vous empêcher de vendre, c'est pour que collectivement, on a montré les courbes d'évolution, on saute le pays de l'impasse. Mais si tout le monde meurt, qui est-ce qui va dans les supermarchés? Parce que les gens, ils se disent, bon, tant pis, moi, de toute façon, je vais mourir. D'accord, mais j'ai des descendants, je laisse des gens sur Terre. Oui, mais l'individualisme fait qu'on a appris à ne penser qu'à soi. On a appris à ne penser qu'à soi, mais on fait des enfants. On fait des enfants et on leur laisse une bombe à retardement sans se rendre compte. Donc c'est vrai que c'est une solidarité générationnelle, intergénérationnelle qu'il faut établir, et puis être responsable, comprendre qu'on est responsable. C'est vrai que cette situation, personne ne l'a souhaité. Personne ne l'a souhaité. Bon, ça c'est encore un autre volet. Mais aujourd'hui, il faut s'asseoir et puis gérer les choses.
Donc, pour ceux qui nourrissent la population, vous exigez d'avoir des sols qui ne sont pas contaminés. Vous analysez vos sols, même quand vous avez des petits jardins à la maison. Vous faites un dosage sanguin parce qu'il faut connaître la source, votre état de santé. Et puis, vous avez donné, docteur, une autre indication. Il y a le dosage la surveillance de l'eau. Vous leur indiquez, il y a un laboratoire territorial. Oui, l'eau est bien surveillée parce que vous avez des directives européennes. Vous avez quand même une organisation de l'eau, le SDAGE en Martinique, où il y a quand même beaucoup de personnes qui sont informées et à l'affût. C'est sûr qu'il y a eu peut-être une ou deux petites impuretés qui se sont glissées. À mon avis, l'eau est bien surveillée par des gens qui commencent à avoir conscience, l'eau de robinet, l'eau de boisson. Oui. Nos eaux embouteillées n'ont pas de chlordécone. Vous pouvez les consommer, donner aux enfants sans problème. L'eau du robinet, on peut dire que l'effort qui a été fait est conséquent. Et qu'on a optimisé qu'aujourd'hui, on peut boire l'eau du robinet. Mais on avait une lettre de l'ARS qui accompagnait nos factures, qui nous disait qu'il y a tant de taux de chlordécone dans l'eau. 0,01. Quelque chose. 0,01. J'avais eu mais peut-être que ça a baissé. 0,01. C'est-à-dire qu'à mon avis, on pourra peut-être pas descendre. Alors, vous avez 3/4 de la Martinique, c'est-à-dire qui sont alimentés par la rivière Blanche, qui au départ n'a pas de chlordécone. Et puis vous avez celle de Vivet, qui alimente malheureusement Axel, qui a un gros débit. La seule chose qu'on pourrait imaginer de faire, c'est de trouver une autre source zéro chlordécone. Alors ça, peut-être que ça se trouvera. Parce que tout ce qui vient de la montagne pelée, des pitons du Carobé, n'a pas de chlordécone. Il faudrait peut-être qu'au lieu de Vivet, essayer de trouver une source qui, au départ, n'a pas de chlordécone, de façon à ce que nous ayons un petit peu dans notre conscience, un peu les choses beaucoup plus sereines. Mais aujourd'hui, je pense que l'effort qui a été fait est conséquent. D'abord, le charbon actif. Ensuite, l'ultrafiltration pour que nous ayons une eau du robinet correcte. Donc, c'est pas tellement sur l'eau que j'aurais mis l'accent, mais sur les aliments. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur ce qu'on mange. Et ça, il faut qu'on arrive à exiger ça. Des services, il y a des services de contrôle. Il y a les services de contrôle, il y a les services de la direction de l'agriculture. Il faut qu'on contrôle. Parce que les gens se précipitent dans les magasins bio, mais c'est encore une petite élite. Mais le bio, c'est cher. Le bio, c'est pas forcément mieux. Oui, on n'a pas de contrôle. C'est pas forcément mieux. Vous avez, quand vous regardez le cahier des charges du bio, il ne demande pas zéro chlordécone dans le terrain. Le cahier des charges du bio fait Martinique, je veux dire. Le bio importé, c'est autre chose. C'est pas demandé zéro chlordécone. Donc finalement, on n'a pas non plus cette garantie. Par contre, nous avons 60% des terres agricoles non chlordéconées. Moi, je crois que c'est sur ça qu'il faut insister. Il faut qu'on ait un transfert de terre. Voilà, que les agriculteurs qui ont une terre chlordéconée, ils plantent sur une terre non chlordéconée. Et comme ça, tout le monde sera tranquille. Et que tous les maires, notamment, et tout le monde sera tranquille, que la population réclame ça à tout le monde. Et on leur donne. En plus, on fera travailler nos agriculteurs. Mais on leur donne une terre non chlordéconée, on leur donne une assistance technique, on leur donne des subventions, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui court dans ces plans chlordécone inutilement. On leur donne des subventions, on leur donne des outils technologiques pour se reconvertir avec des terres différentes, et puis tout le monde est tranquille dans sa tête. D'accord, donc là on est dans la prévention, et parce que vous nous avez montré qu'il y a déjà des pathologies très... Alors il faut que nous exigions aussi des moyens de suivi, comme je vous disais tout à l'heure. On a 2 camps. Maintenant, est-ce qu'il suffit? Il y a 3 camps. Il y a un à Trinité, un au Carobé, un à Fort-de-France. C'est le centre d'action médicale précoce qui permet de dépister les problèmes et de les prendre en charge. Mais bien sûr, la liste d'attente est tellement importante. Voilà, donc il aurait fallu qu'on puisse avoir beaucoup plus de psychomotriciennes, d'orthophonistes, d'ergothérapeutes pour prendre en charge les enfants qui ont des problèmes avant 1 an, afin qu'à l'âge de l'école maternelle, ils soient bien. Qu'ils soient bien structurés, qu'ils aient les prérequis. Et puis demander aussi aux gens de se regarder un petit peu de plus près, de sentir, de voir des choses qui ne vont pas, parce que on laisse courir. On donne des calottes à l'enfant parce qu'il bouge trop, et on a montré que l'hyperactivité l'hyperactivité peut être du chlordécone, je ne sais pas, mais des perturbateurs endocriniens. Absolument. Et puis on a de plus en plus d'enfants. On a beaucoup d'hyperactifs, et puis surtout on sait que l'hyperactivité
l'hyperactivité à 4 ans, c'est une fois sur deux la schizophrénie à l'adolescence. Ah, ben oui. Et la schizophrénie, c'est la toxicomanie. Surtout quand ils vont toucher à la drogue et tout le reste. Donc finalement, on sait qu'il y a un lien entre les deux choses. Faire de la prévention précoce, de l'hyperactivité, des troubles des acquisitions, afin que de permettre à nos enfants d'aller à l'école sereinement. Ouais. Et puis pour les parents, au lieu de secouer l'enfant, de le caloter, essayez de consulter et de voir s'il n'y a pas un problème. Allez voir, et puis restez calme et doux avec les enfants et allez voir pourquoi ils bougent tellement. Et vous verrez que on va détecter. Il y a peut-être des toxiques dans le sang. Un toxique dans le sang. Il y a peut-être des toxiques dans le sang. Donc il y a à supporter nos hommes, nos femmes et nos enfants, c'est-à-dire nous-mêmes. Et puis sortir donc comprendre que nous avons changé, notre pays a changé, nos rapports entre nous vont changer, ont changé, et que nous sommes dans des pathologies nouvelles, que les médecins travaillent, que quelqu'un comme docteur Georges Pellage fait de son mieux pour vous tenir informés, mais elle vous demande de vous responsabiliser. Et quand vous voyez des gens se battre pour vous, ne restez pas là enfermés, amorphes, devant des télés ou je ne sais quoi. Prenez part à ces débats-là, puisque c'est pour vous que les gens se battent. C'est pour que nous ayons une chance de survivre à nous-mêmes, de laisser une descendance qui aura, peut-être parmi des milliers, une chance d'être martiniquaise. C'est important ça, non? Parce que nos aînés qui ont vécu dans l'esclavage et tout ça, ils nous ont laissé la vie, même si beaucoup sont morts, ils ont laissé la vie. Est-ce que nous sommes sûrs aujourd'hui de pouvoir laisser la vie à nos enfants et donc à notre société? C'est une question qui nous responsabilise. C'est peut-être nouveau comme type de débat dans nos sociétés, mais il faut qu'on aille dans ces débats-là. Et c'est pour cela que le docteur est venu vous expliquer un certain nombre d'enjeux. Il y a les enjeux immédiats des thérapies à faire, de santé publique, mais il y a aussi, sur le plan culturel, sur le plan de notre évolution en termes de groupe humain et de nos hommes aussi en tant qu'hommes. Hommes dans la construction du sexe masculin, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'est important et on essaye de trouver des pistes, mais vous avez vu qu'on n'a pas de solution toute crue, toute prête à préparer à vous donner, mais on vous demande de vous impliquer. Et puis c'est ensemble, comme vous mettez l'accent sur le collectif, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. Et je voudrais vraiment ne pas oublier de vous dire que quand il y aura ce plan chlordécone 4 qui va commencer de 2020 à 2025, toute la population va être interrogée. D'accord. Le préfet de Martinique insiste pour qu'il présente à la population son projet et que la population fasse ses remarques. Il faut aller faire vos remarques. Il faut que vous sachiez clairement... Il y aura des registres. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il tient à ce que la population valide sa proposition. Donc il faut aller et puis vous dites, il faut que vous ayez une idée assez claire de ce que c'est que le chlordécone avec vos mots à vous et que vous alliez, si c'est en préfecture, si c'est dans les communes, vous donner votre point de vue. Ne laissez pas les autres prendre des décisions pour vous, après dire, oui, regardez, on m'a empoisonné. Non, on a aujourd'hui un moment exceptionnel où on peut dire, je prends les choses en main pour que les choses basculent, qu'elles puissent avancer différemment. Donc il faut y aller. Et puis on soutient ceux qui se battent beaucoup pour nous, comme le collectif dont vous faites partie. Absolument, je fais partie du collectif. Zéro chlordécone, zéro poison, il faut soutenir. Vous avez des endroits où vous pouvez vous renseigner, vous passez des coups de fil, on vous donne des renseignements si vous n'avez pas bien compris quelque chose, mais allez donner votre point de vue sur ce plan chlordécone 4. Et puis allez dans ces collectifs, parce qu'ils se battent pour nous tous. Alors, docteur, il y a encore un dernier mot, parce que malheureusement l'émission se termine. On avait un peu parlé du caractère un peu fataliste, une sorte de posture fataliste de notre population qui dit de toute façon, on est déjà empoisonné, on va mourir et c'est fini. Et c'est ici et maintenant qu'on pense. On ne pense pas justement à transmettre la société, à nos enfants, mais transmettre la société. Enfin, on nous l'a transmise, il faut qu'on soit quand même capable de la transmettre à notre tour. Alors, comment voyez-vous ce fatalisme qui fait que Dieu est responsable de tout et les vrais responsables, puisque le débat est sur ce point-là aussi. Mais écoutez, il y a la maxime « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que si toi, tu ne te mets pas debout, le ciel ne t'aidera pas.
Ça, je crois C'est que ça. c'est très important. Et aussi, il y a des groupes, malheureusement, des groupes religieux qui vivent un petit peu de cela, qui Bien sûr. montrent, qui font comprendre à la population que finalement, C'est Dieu elle qui a n'a pas- voulu les c'est Dieu qui a catastrophes. voulu tout. Voilà. Voilà. C'est Dieu qui a voulu tout et qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de régler le problème. C'est ça. Et puis vous c'est êtes là, vous êtes mortel, Voilà, vous allez malheureusement, ça imprègne de nos sociétés comme les sociétés américaines, comme la société brésilienne. Tout ça aussi, c'est parti un petit peu de ces sociétés. Je pense que ce sont des groupements qui ne responsabilisent pas la population et qui ne leur font pas le plus grand bien. Ou qui De tout- instrumentalisent déjà cette sorte de prédestination à être, Absolument. à se laisser vivre un peu parce que après tout. Malheureusement, nous sommes aussi un peu peut-être trop réceptifs à ce type de personnes, c'est-à-dire qu'on aime bien qu'on prenne la responsabilité à notre place. Mais on nous a, il on faut nous a savoir, travaillé pour on ça. nous a travaillé Oui. pour ça Mais c'est il y a sûr. aussi, il y a aussi Voilà. le fait que chez les dominés, et nous faisons partie des peuples absolument. dominés, chez les dominés, il y a une sorte de fatalisme intégré et qui fait qu'on ne se projette dans rien, on vit dans le présent, ici et maintenant, et c'est vrai qu'on considère que les choses qui nous arrivent, on n'est pas acteur, on est totalement objet et on attend que les autres fassent pour nous, mais aussi on considère que c'est dans l'ordre des choses que les gens que nous sommes soient impactés davantage que d'autres, que nos vies soient plus raccourcies, que nos enfants n'aient pas d'emploi, que les 3/4 de notre jeunesse soient au chômage. On considère, on fait avec, on s'habitue, on naturalise des situations qui n'ont rien de naturel, Absolument. puisque nous sommes dans une société et dans une culture. Donc quand on dit notamment qu'il faut condamner l'État et que l'État dit c'est moi le responsable, nous avions rappelé... Mais l'État, c'est nous. Hein. L'État, c'est nous. Il ne faut pas oublier Voilà. que l'État, c'est les ministres, que l'État, c'est les députés, Nos que l'État, impôts. c'est nos impôts. Et ce sont nos impôts. Et nos députés, c'est l'État. Donc, Nos il y a- députés, il les y gens a- que nous élisons, Voilà. c'est eux qui ont aussi, ont aussi des décisions à prendre en notre nom. Donc c'est à nous aussi de nous mobiliser pour dire à nos députés, pour dire à nos maires ce que nous voulons. Et pour dire s'il y a des responsables, comme il y en a eu dans d'autres pays, dans d'autres catastrophes sanitaires, eh bien, il faut que ces personnes-là soient désignées absolument. et qu'elles soient responsabilisées par rapport à ça. On assiste en ce moment à un tas de mensonges, de détournement de l'attention, de distraction des véritables problématiques. Il faut faire attention. Et ça profite à des personnes que nous ne connaissons pas, mais de toute manière, les gens qui vous orientent dans ces directions, ils profitent de votre... Ils ont tout à gagner Voilà. à ce que vous regardiez ailleurs Absolument. que là où se trouvent les responsables et Il faut le savoir problème. qu'ils en profitent, qu'ils sont très contents de savoir que vous êtes passif. On vous donne à boire, on vous donne à manger, on vous donne de l'argent et on achète votre silence. Absolument. Et ce sont des personnes, vous allez voir demain, qui vont prendre votre place. Oui, et puis quand vous posez sur des photos pour critiquer ceux qui viennent manifester contre cette situation-là, pensez aussi que vous êtes jeune, vous aurez des enfants et que vous avez la responsabilité de dire je peux chercher à sauver mon emploi, mais peut-être que la vie est plus importante à sauver avant d'aller faire des compromis un peu faciles et qui effacent justement les problèmes et les gens qui se responsabilisent pour vous. Voilà. Cher docteur, est-ce que vous voulez bien parler à vos téléspectateurs? C'est le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est que nous sommes tous dans le même bateau et que nous n'allons pas nous sauver seuls. Je crois que c'est très important de savoir que le petit acte, le petit geste que vous allez faire va avoir des répercussions importantes sur l'ensemble de la société martiniquaise, que nous avons peut-être cette chance inespérée aujourd'hui, à travers un malheur, de pouvoir rebondir ensemble. Et je crois qu'il faut que nous la saisissions. Quand on a parlé de ces personnes qui font une action collective en justice, j'étais très contente, quelle que soit l'issue, parce que je me suis dit, voilà une occasion où 1300 Martiniquais qui ne se connaissent pas, décident de se donner la main pour faire quelque chose ensemble. Et bien, c'est ce que je nous souhaite à travers cette crise du chlordécone, que ce soit une occasion pour nous Martiniquais de ne pas nous critiquer, de ne pas nous comment dirais-je, toujours trouver que l'autre est mauvais, qu'il n'est pas bien. Nous dire non, ensemble nous avons un enjeu, un objectif, un challenge, lutter contre le chlordécone et on va le gagner. Voilà. Et puis donc, ne restez pas chez vous, c'est votre problème.
vous êtes dans la société, vous avez des enfants, une descendance, vous voulez transmettre votre société, eh bien, impliquez-vous. Et voilà, donc c'était cet après-midi et ce soir pour vous qui regardez l'émission en rediffusion, eh bien, une façon de vous parler d'un drame que nous vivons, sans vous affoler, sans faire du fatalisme ou je ne sais quoi, considérer que nous, toute l'âge à mort, c'est fini, c'est pas la peine de goumer encore. Eh bien non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est aussi que nous savons très bien ce que sont les catastrophes qui ont touché notre peuple et nous y avons survécu. Aujourd'hui, notre génération est face à un devoir de relever le défi de transmettre la société et de la transmettre le plus en bonne santé possible. Donc prenons nos responsabilités et agissons ensemble, comme nous le conseille le docteur, parce que c'est un collectif qui est atteint et donc soyons collectivement responsables, sentons-nous collectivement responsables de ce drame et ensemble, nous qui gagnons, ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous vaincrons. Je vous souhaite une bonne soirée, puis surtout, n'hésitez pas à aller voir vos spécialistes pour surveiller votre taux de chlordécone et puis les perturbations qu'il y a autour. Merci, à bientôt.